Vendredi 12 janvier 2024, ce week-end, le français Taylor Lapillus est de retour dans l'octogone. C'est finalement Royval qui affrontera Brandon Moreno en février prochain. Toujours des rumeurs sur un potentiel retour de Khabib Nurmagomedov. On abordera aussi toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et demain soir, Taylor Lapillus sera dans l'octogone, il affrontera Farid Basharat. Alors Lapillus, je le rappelle, il est sur un 19-3 en carrière. Il a combattu à l'UFC en 2015 et 2016, un total de 4 combats pour 3 victoires. Malheureusement, l'époque n'était pas la bonne, excusez-moi. L'UFC avait besoin de se débarrasser de beaucoup de combattants et Taylor Lapillus en avait fait partie. Pourtant, avec 3 victoires pour une défaite, on peut dire qu'il aurait mérité un nouveau contrat. Mais entre-temps, il n'a pas chômé, il est devenu champion du RS, champion du TKO, double champion du GMC. Il a aussi été boxé en boxe anglaise, si je dis pas de bêtises, un combat à Singapour. Son adversaire, lui, est sur un 11-0. Il considère pouvoir tout faire dans la cage, avancer, reculer, faire du grappling, faire du striking. Il explique même que c'est sa force. Il y a certains combats où il va beaucoup avancer, d'autres où il va beaucoup reculer, plutôt striker, plutôt grappler. Et il explique que comme ça, il arrive à perdre ses adversaires. Alors moi, personnellement, je trouve que c'est un très bon grappleur. J'aime beaucoup la façon qu'il a d'aller grignoter les positions au sol. Il est très patient et il passe de dans la garde, en demi-garde, en side control, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors Taylor Lapillus l'a dit, hein, la solution, elle va sûrement se trouver debout. Et forcément, je suis assez d'accord avec lui. Cet adversaire, il est arrivé à l'UFC via le Dana White Contender Series. Ensuite, il a fait 2 combats à l'UFC, dont l'UFC Paris, sur la même carte que Taylor Lapillus. Et il y a son frère qui combat lui aussi à l'UFC dans la même catégorie. Mais il a tout de suite annoncé, hein, jamais j'affronterai mon frère, on s'entraîne déjà tous les jours ensemble. Vous ne verrez pas faire un combat officiel dans l'octogone l'un contre l'autre. Quand on lui demande ce qu'il pense de Taylor Lapillus, bah il explique, hein, moi quand j'ai commencé à m'entraîner en MMA, Taylor Lapillus était déjà à l'UFC, donc c'est un sacré vétéran. Il est à 19-3 en carrière et ses 3 défaites, faut avouer, étaient des combats très serrés, donc je le prends très au sérieux. Je pense que c'est un combattant très intelligent, mais je compte le finir au 2e round. Bon bah écoutez, forcément il va pas dire qu'il va se faire allonger par Taylor Lapillus dès le 1er round. Ça va être un combat très intéressant, honnêtement. J'espère que Lapillus va réussir à garder le combat debout. Je pense que c'est quand même l'endroit le plus simple pour lui, même si j'enlève rien à son sol, mais voilà, il l'a de toute façon annoncé. Il a aussi envie, Taylor Lapillus, d'être dans le top 15 à la fin de l'année, avec 3 combats, pourquoi pas, 3 grosses performances, ce serait possible. Il a aussi dit, hein, que l'UFC lui avait proposé Song Yadong. Song Yadong devait combattre Petroyan s'est blessé. Il avait, je crois, 6 semaines. 6 semaines, hein, il était à 6 semaines du combat, lui il a dit oui, Song Yadong a dit non, il dit voilà, maintenant je comprends aussi Song Yadong, moi je suis pas classé, s'il perd contre moi c'est quand même dramatique pour lui, donc il avait affronté finalement Chris Gutierrez, mais ça montre, hein, que l'UFC a peut-être Taylor Lapillus à la bonne finalement. On reste sur cette carte avec Manel Capé, excusez-moi, qui lui aussi aura sa revanche contre Mateusz Nicolo, ce samedi soir. Il explique qu'il est très confiant parce que depuis leur premier combat qu'il avait perdu, il a progressé, il est devenu beaucoup plus agressif et il pense que c'est ce qui fera la différence. Donc hein, c'était par décision qu'il s'était incliné dans le premier combat, mais il avait réussi à blesser son adversaire à l'œil. Et il dit ouais, je pense que ça va avoir un impact dans la cage ce week-end, il va se rappeler de ce que je lui ai fait, il sait que je frappe fort, et je pense que mentalement ça me donne un petit avantage sur lui. Il est convaincu qu'une grosse performance pourrait lui donner une chance à la ceinture, il vise forcément un KO au premier round. D'ailleurs, il a déjà commencé à vendre un potentiel combat contre le champion Pantoja, en déclarant que son dernier combat n'était pas des plus intéressants et qu'il a vu des failles dans son jeu. Alors dire que le dernier combat de Pantoja n'était pas très intéressant, je pense que c'est le seul à le penser, Capé, parce que vous avez été unanime dans les commentaires, et moi je l'avais été aussi, c'était un combat de fou. Pantoja contre Royval, on reparlera de Royval tout à l'heure, un combat de dingue. Alors après qu'ils disent qu'il a vu des failles dans le jeu de Pantoja, forcément personne n'est parfait, mais voilà, je pense que c'est une façon de commencer à vendre le combat. Il espère peut-être que Pantoja tweet un petit truc pour lui répondre, mais on le sait, Pantoja, le trash talk, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Concernant Dricus du Plessis qui combattra lui le week-end prochain à l'UFC au Canada, à UFC 297 contre Sean Strickland pour la ceinture des poids moyens, il explique que s'il n'avait pas eu le combat pour le titre, il aurait combattu n'importe qui, il était prêt à attendre encore. Je rappelle qu'on parlait de lui contre Israel Adesanya, finalement il avait été blessé, donc c'est Sean Strickland qui avait eu le combat, et finalement tout rentre dans l'ordre pour lui, il a son combat pour le titre. Il explique qu'un rematch entre Strickland et Adesanya n'aurait pas fait de sens, puisque Adesanya avait déjà perdu quelques mois auparavant contre Pereira. Contre Pereira, c'était logique qu'il ait une revanche, parce qu'il était ultra dominant à ce moment-là, et là je suis d'accord avec lui. Adesanya a perdu contre Pereira, il a eu son rematch immédiat, ok, il a gagné
gagner. Là, il perd contre Strickland. S'il avait de nouveau un rematch immédiat, bon, bah, dans ce cas-là, c'est compliqué. Hein. Ça me rappelle ce qu'avait dit Volkanovski à l'époque de ses combats contre Holloway. Arrivé au 3e combat, il dit ouais, je crois qu'on va me faire affronter Holloway jusqu'à ce qu'il me batte. C'est vrai que quand c'est comme ça bloque un peu la catégorie. C'est toujours un peu dommage. On sait qu'il y a de grosses interrogations sur le cardio de Sean Strickland, mais il rassure encore une fois, hein, il est prêt pour 5 rounds, mais il pense pas que ça ira jusque là. Il met en avant le fait que Sean Strickland ne frappe pas très fort, c'est pas un gros puncher, il dit ouais, il va me mettre des jabs, des jabs, des jabs. Si c'est le cas, quand on va arriver au 5e round, je serai pas fatigué, je pourrai toujours performer. Et puis il est aussi confiant sur le fait qu'il sera champion la semaine prochaine. Il donne peu d'importance à sa première défense de titre, mais concernant Chimaev, quand on lui pose la question, il le considère comme un poids welter, expliquant que même en poids moyen, il n'a fait que battre un poids welter, à savoir Kamaru Usman. Je voudrais maintenant vous dire un petit mot d'André Fili, c'est pareil, hein, il a remporté son combat au mois de décembre, une bien belle performance d'ailleurs. Il a expliqué pourtant que son camp d'entraînement n'avait pas été très facile, surtout sa vie personnelle, voilà, il a perdu 2 amis pendant le camp d'entraînement. La semaine du combat, et malheureusement, alors ça pourra en faire sourire certains, mais il perd son chien, et lui il le dit, hein, moi ça m'a beaucoup affecté le lundi de devoir emmener mon chien chez le veto, le faire piquer, etc. Par contre, il dit que concernant tout ce qui a eu le côté sportif, c'était vraiment une semaine de combat qui était parfaite, le combat était parfait, j'ai eu de très bonnes sensations, j'ai eu l'impression de revivre mes premiers combats quand j'avais 19 ans. Puis surtout, c'est une victoire qui lui fait du bien, parce qu'il est arrivé à l'UFC, Fili, il était sur un 12-1, il a réussi ses débuts, et ensuite il a fait que d'enchaîner victoires et défaites. Maintenant, il a un bilan de 23 victoires pour 10 défaites. C'est une situation compliquée pour lui, hein, puisqu'il a l'impression d'être vu comme un combattant parmi tant d'autres, alors que lui, au fond de lui, il est convaincu d'être le meilleur. Alors ça, c'est un point commun qu'ont beaucoup de combattants. Ils sont tous convaincus de pouvoir devenir champion. Et je pense que si t'es pas convaincu, au moins quand t'arrives à l'UFC et dans tes premières années, jusqu'à tes 30-33 ans, d'être le meilleur, je vois pas comment tu peux faire une carrière. Après, il y a des gars comme par exemple, je sais pas, Jim Miller, etc. Ils sont à un stade de leur carrière aujourd'hui où je pense qu'ils savent que la ceinture, c'est mort pour eux, peut-être qu'ils ont toujours ce petit espoir, mais voilà, ils savent qu'ils peuvent toujours faire quelque chose contre les meilleurs, et puis ils ont le recul, hein, ils ont une carrière qui parle pour eux. Puis enfin, à la fin de l'interview, Fili, il insiste, il dit ouais, vraiment, le dernier combat, je voyais tout venir, j'étais bien, j'étais en jambes, j'avais le coup d'œil. J'ai l'impression aujourd'hui d'être à un tournant de ma carrière et de retrouver les sensations que j'avais à 19 ans lors de mes premiers combats. Et le journaliste, alors l'interview c'était Ariel Helwani, je crois, il lui dit ouais, peut-être que tu vas être comme Masvidal et que tu vas avoir tes meilleures années sur la fin. J'en ai parlé la semaine dernière, je sais plus de quel combattant. Et voilà, ouais, peut-être que les 2 dernières années de sa carrière, ça va être la route vers le titre, pourquoi pas, surtout qu'André Fili, il est marketable, franchement il a une tronche, il a les tatouages, on sait qu'il est fan de Marvel, il en parle souvent dans les interviews d'après-combat, donc il y a quelque chose à faire autour de ce combattant-là. Maintenant forcément, si les résultats ne suivent pas, l'UFC pourra pas non plus le pousser jusqu'au sommet. Maintenant, des informations, des rumeurs de combat, mais celle-là je crois que c'est pas une rumeur, hein, je crois que c'est officiel. Brandon Moreno qui devait affronter Amir Albazi le 24 février sur la carte de Mexico City. Albazi serait blessé et c'est Royval qui prend le combat. Combat de dingue, c'est une revanche. Moreno avait battu Royval dans leur premier combat. Royval depuis a eu sa chance à la ceinture, il en sort, hein, son dernier combat c'était contre Pantoja, très beau combat. Je vous l'avais dit à l'époque, j'aime beaucoup Royval, il a un style très imprévisible, ça va être un super combat contre Brandon Moreno. Et une autre rumeur, alors là tout le monde en parle, je sais pas si c'est signé, j'ai pas vu Dana White l'annoncer, mais vous le savez, Cody Garbrandt pousse pour un combat contre Davidson Figueiredo. Il semblerait que le combat ait lieu donc le 13 avril sur la carte de l'UFC 300. Je prends des pincettes, mais honnêtement ça serait un super ajout sur la carte, ces 2 gros noms. Cody Garbrandt, bah, j'en ai parlé cette semaine je crois, il peut toujours te claquer un KO de dingue, Figueiredo c'est pareil, donc combat très intéressant. On file maintenant chez les poids légers avec Arman Tsarukyan qui explique que Justin Gaethje va devoir attendre pour son title shot parce que ce sera le vainqueur d'Oliveira et lui, donc le vainqueur de leur combat, qui aura sa chance pour le titre très certainement cet été. Donc Justin Gaethje devra attendre le mois d'octobre. Bon bah écoutez, on sait, Dana White a dit, le vainqueur d'Oliveira et Tsarukyan aura sa chance. Est-ce que Gaethje l'aura avant ou il l'aura après ? Je sais pas, maintenant je pense que Tsarukyan, malheureusement pour lui, il pèse pas assez à l'UFC pour décider de qui aura les title shots. On l'a dit hier, Makhachev a dit je vais sûrement prendre Gaethje au mois de juin, et puis au Madison Square Garden en novembre je prendrai Tsarukyan ou Oliveira. Bon écoutez, dans tous les cas, s'il bat Oliveira, son heure viendra. Et puis d'ailleurs il a dit, concernant le combat contre Oliveira, le but c'est d'y aller, de lui mettre un KO au premier round, comme ça tout le monde va savoir que le prochain contender à la ceinture c'est moi. Personnellement, j'aimerais que Tsarukyan s'impose. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà vu Oliveira Makhachev pour le titre. On a déjà vu Tsarukyan Makhachev, mais c'était il y a plusieurs années. Short notice pour Tsarukyan, son premier combat à l'UFC. Donc ça serait toujours un rematch, mais j'ai vraiment envie de voir ça maintenant que les deux ont extrêmement progressé. Oliveira, alors il peut toujours le faire contre Makhachev, mais j'ai vraiment l'impression que c'est trop limité, que mentalement il va de nouveau s'écrouler. Je sais pas pourquoi, c'est le match-up, c'est le style qui fait le combat, on le dit souvent, et j'ai l'impression que le style de Makhachev
a tout pour poser problème à Oliveira, alors que le style de Tsarukyan est assez proche de celui de Makhachev, il y a forcément des nuances, mais on reste dans la lutte, etc. Donc c'est un combat que j'ai beaucoup envie de voir. Et Ned Diaz, le retour de Ned Diaz, on en parle beaucoup en ce moment, il a tweeté « J'étais supposé être le main event de l'UFC 200, mais je pense qu'être le main event de l'UFC 300, c'est encore mieux. Bon, personnellement, j'y crois pas du tout, je serais extrêmement déçu pour être honnête avec vous, mais il est même pas encore sous contrat à l'UFC, bon, enfin bref. On sait pas du tout. D'ailleurs, il y a Mike Perry, ça me fait penser, Mike Perry qui a dit qu'il aimerait être de retour à l'UFC 300. Alors, j'ai pas encore écouté son podcast. Ceux qui veulent l'écouter, allez l'écouter, c'est plutôt bien. Il paraît que dans le podcast, il appelle carrément un matchmaker de l'UFC, etc. Bon, il y a peut-être de la mise en scène là-dedans. Le retour de Mike Perry à l'UFC 300, il est en contrat avec le Barnacle. Le Barnacle le laisserait peut-être y aller. Alors, est-ce qu'il serait sur la main card? Je sais pas. Mais si on lui met un mec violent en face, tu mets un Mike Perry, Ned Diaz, pourquoi pas? Les deux vont se détruire. Ça peut être marrant. Et enfin, Khabib Nurmagomedov, depuis qu'il a pris sa retraite, régulièrement on entend des choses comme quoi il sera de retour, il se réentraîne, etc. Lui il dit que non, qu'il reviendra jamais. Mais là c'est son coach Javier Mendes. Alors la nouvelle elle est relayée par Red Corner MMA, média plutôt fiable. Alors, je pense pas que ce soit faux. Qui explique, voilà, Javier Mendes a dit Khabib il s'entraîne avec moi que quand il a un combat. En ce moment il s'entraîne avec moi, je sais pas. Il m'a dit coach, cette fois on a du temps parce que je suis pas encore en mode combat. Et forcément, il a dit je ne suis pas encore en mode combat. Donc là, ça y est, tout le monde y va de son petit mot. Ouais, il va revenir, il va pas revenir. Franchement, j'en sais rien. Il s'est retiré au moment où il était au sommet de sa carrière. Et moi, je trouve que ça, c'est toujours très honorable. Georges Saint-Pierre l'avait fait à l'époque contre Hendricks. Bon, il est revenu, il a gagné, tant mieux pour lui. Mais ouais, il a pas fait les combats de trop. Pour son histoire, pour sa légende, je pense que c'est très bien. Maintenant, peut-être qu'il a toujours ce feu en lui et qu'il a envie de revenir. Je ne sais pas du tout, mais est-ce que Khabib est de retour cette année? Pour l'instant, rien d'officiel, je le répète. On a John Anik qui aimerait voir Bruce Buffer et Joe Rogan introduits au Hall of Fame de l'UFC. Très bonne nouvelle, il dit, hein, John Anik, moi je me suis mis à faire du podcast parce que Joe Rogan faisait du podcast, et puis Bruce Buffer c'est la voix de l'UFC. Moi je trouve que ce serait très bien d'avoir un commentateur et puis de l'annonceur des combats au Hall of Fame, pourquoi pas. On a Ramzan Jambiev qui a perdu son adversaire pour son combat du 20 janvier. Et du coup maintenant il a un remplaçant, hein, Ramos. Donc combat au KSW bien sûr, changement d'adversaire, short notice, combat en catchweight, excusez-moi, 73 kg. On lui souhaite le meilleur. Vous le savez, c'est le retour de l'UFC ce week-end, ça fait un moment qu'on n'a pas fait nos petits pronostics, nos petits défis. Alors qu'est-ce que j'en pense moi ce week-end? Je rappelle le but, on a commencé une cagnotte avec 5 €, on parie 1 ou 2 € tous les week-ends et on essaye de monter comme ça. Là on est à l'équilibre, on a gagné, on a perdu. Moi je pense que je vais mettre la pièce sur Ankalaev, il est à 1,17. Johnny Walker est à 4,20. Alors il y a un coup à faire, parce que Walker peut gagner. Maintenant, la raison, si on veut faire monter la cagnotte, vous le savez, faut pas prendre de risques. Je pense que prendre le moins de risques sur cette carte, c'est de parier avec Ankalaev. Il y a Manel Capé, sinon qui a 1,31. Mais Capé, il a déjà perdu contre Nicolo. C'est une catégorie où tout peut arriver dans le top 15, c'est un truc de fou. Donc vraiment, je pense que moi, mon pari, il va aller sur Magomed Ankalaev. J'aurais parié sur Taylor Lapillus, voilà mon petit côté chauvin. Malheureusement, je peux pas parier sur lui, son nom n'apparaît pas sur le site de Paris. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je vais parier demain dans l'après-midi, je vais laisser passer un peu le temps. Je pars sur Ankalaev, après s'il y a des bons arguments, je changerai peut-être d'avis. On a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la Minute Auditeur. Minute auditeur que je commence avec Jordan Herman qui me dit John Jones avait re-signé pour 4 combats, il en a fait un seul. Parce qu'hier on disait est-ce que John Jones pourrait aller affronter Ngannou à la fin de l'année, etc. s'il se barre de l'UFC. Le truc c'est que s'il est sous contrat, tu peux dire à l'UFC ouais moi je m'en vais, mais si tu as toujours des contrats, ils te laisseront pas combattre là où tu veux. Donc lui il me dit qu'il a 4 combats et ensuite on a un autre auditeur, on a Kainas0410 qui dit le dernier contrat UFC de Jones c'est 8 combats, donc impossible qu'il ait combattre dans une autre organisation sans l'accord de l'UFC. Bon bah du coup 4 ou 8 je sais pas, mais bon il semblerait en tout cas qu'il y ait encore des combats à son contrat. Donc combat contre Ngannou, ça craint peut-être un peu finalement. Ensuite, on a Johan d'Autriche qui me dit « Je suis pro Ankalaev, mais lors de son dernier combat contre Walker, si on suit les règles en vigueur, il aurait dû être disqualifié car le coup de genou était clairement illégal et il s'en est bien sorti sur ce coup-là. » Là, je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai pas compris pourquoi ça s'est fini comme ça. Tu mets un coup illégal, le mec peut pas continuer, normalement t'as perdu. Pourtant, moi j'aime bien Ankalaev, j'ai rien contre lui, mais bon là, les faits étaient comme ça. Et puis tu me dis... Pour Adesanya, je ne serais pas étonné qu'il affronte Pereira en light heavyweight pour une trilogie, surtout qu'il a l'air de commencer à prendre de la masse si on en croit les photos. Ouais, d'ailleurs, il a mis une vidéo sur Instagram, il était de retour à l'entraînement, donc il dit qu'il est de retour à l'entraînement, etc. Je sais pas du tout ce que ça va donner cette histoire, mais c'est sûr que s'il y a un retour d'Adesanya, je pense qu'on aura le nom de Pereira qui va traîner dans ce coin-là.
On a Jordan Herman qui nous donne des infos sur l'UFC Miami, bah comme ça je vous donne le détail. On commence avec le main event, O'Malley Vera, ensuite Poirier Benoît Saint-Denis, Blades contre Almeida, Burns contre Della Maddalena, Hollande contre MVP, ça c'est pour la main card, et les prélims on a quand même Dos Anjos contre Gamrot, Petroyan contre Song Yadong, Pedro Munoz contre Kyler Phillips, c'est vraiment une carte de malade. S'ils font mieux à l'UFC 300, alors là je leur tire mon chapeau parce que ça va pas être facile. Et ensuite, on a les deux fins de la banane qui me dit Ankalaev n'est pas vraiment marketable. L'UFC ferait tout pour éviter de lui donner son title shot. Je vois Easy se faire chiffonner par Chimaev, malheureusement. Le karma et les dieux du MMA vont calmer Topuria pour autant d'irrespect. Le véganisme et le cuckisme de Yann Machado auront raison de sa carrière. Concernant Ankalaev, je suis d'accord. Il y en a beaucoup, crois-moi, qui auraient déjà eu un title shot à sa place. Israël Adesanya, bah, c'est ce que je disais hier. Je pense que c'est un gars qui descend, qui va croiser un gars qui monte face à Chimaev. En plus, les styles font les combats, je le répète. J'aurais beaucoup dit cette semaine. Un lutteur contre un striker, on sait que c'est toujours compliqué pour le striker, même si Adesanya a une très bonne défense de lutte, une très bonne gestion de la distance, etc. Oui, ce serait un combat, je pense, très très compliqué. Ce que je voudrais, moi, Adesanya revient. Il prend un gros nom, il met un KO, une performance de fou, et après il prend Chimaev. Là on dira, ok, Adesanya il est revenu, il est remonté dans la cage, il a cassé le ring rust, si on peut parler d'un ring rust, parce qu'il a combattu il n'y a pas si longtemps au final, et il prend Chimaev, là ça serait vraiment top. Et puis bah concernant Topuria, c'est vrai qu'il y a un peu d'arrogance parfois, il affronte quand même une légende. Pour moi Volkanovski c'est une légende du sport, même s'il n'a pas encore pris sa retraite, ce qu'il a fait c'est énorme. Chez les poids plumes, il a essayé de monter en poids léger, bon bah ça ne l'a pas fait, c'est le sport, quand tu prends des risques, perdre ça arrive. Donc voilà, et puis bah Yann Gary, c'est pareil, il parle beaucoup mais il a l'air de pas trop apprécier quand on parle de lui. J'en ai pas parlé mais dans l'interview qu'il donne à Elwani, et ça dure 30 minutes, il y a 20 minutes où il se plaint des combattants, qui l'insultent et machin. Mais bon, c'est comme ça qu'il fait son beurre, j'ai envie de dire. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour toute la semaine. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à 17 h. Merci d'avoir bien fait vivre, on a fait des bons scores cette semaine. Franchement, merci à tous, c'est cool. Puis bah voilà, moi, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous. Je vous remercie encore une fois, on se retrouve lundi à 17 h. Salut!